Bonjour à tous, je suis Cécile Fromont et j'enseigne l'histoire de l'art à l'université de Yale aux États-Unis et je suis en 2020-2021 résidente à l'Institut d'études avancées de Paris. Dans le cadre de ma résidence, l'Institut m'a proposé de faire une carte blanche pour laquelle j'ai le grand honneur et le grand plaisir d'avoir invité en conversation Anne Lafont et Samy Balogi. Anne Lafont est historienne de l'art, directrice d'études à l'EHESS et ancienne résidence de la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome. Elle est l'auteure, entre beaucoup d'autres ouvrages, de L'art et la race, l'Africain, tout contre l'œil des Lumières, qui est paru en 2019. Samy Balogi est une figure majeure de l'art contemporain, né en République démocratique du Congo et aujourd'hui basé à Bruxelles. Il a aussi été résident de la Villa Médicis, de l'Académie de France à Rome, et le résultat de ses travaux est la base de son exposition aux Beaux-Arts de Paris, qui sera ouverte du 9 juin au 18 juillet 2021. Quant à moi, j'ai aussi mené une réflexion sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui dans mon livre qui s'appelle L'art de la conversion, culture visuelle chrétienne dans le royaume du Congo. Et donc ce sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les tentures dites des anciennes Indes qui ont été créées ou qui ont été fabriquées entre 1723 et 1726 dans l'atelier des Gobelins, les ateliers royaux des Gobelins en France, et envoyées de la France à son académie à Rome peu après. Donc ces tentures mettent en scène sur plusieurs mètres de haut et de large des compositions exotiques avec une faune et flore tropicale luxuriantes. On y voit un hamac, des animaux, des singes, des mammifères grands et petits qui se mêlent dans des paysages aux détails vraiment dignes de vignettes d'histoire naturelle. Entre plumes, feuillage et pelage, des figures à la peau noire habitent aussi ces scènes sans que leur présence n'ébauche vraiment ni d'histoire ni de narration. Ils existent sous ces tropiques fantasmés de fils en trame, captifs de l'imaginaire exotique mis en scène dans ces magnifiques et difficiles tableaux. Donc nous avons tous les trois été un jour confrontés à ces tapisseries dans le salon, dans le grand salon de la Villa Médicis, et nous avons tourné notre regard vers eux, qui en tant qu'artistes, qui en tant qu'historienne de l'art, et nous nous sommes vraiment demandé que penser de ce décor, et nous y avons aussi chacun vu quelque chose de différent. Pour ma part, en tant qu'historienne de l'art de l'Afrique centrale dans la première modernité, j'y ai reconnu les portraits de 3 ambassadeurs du royaume du Congo qui avaient voyagé d'Afrique au Brésil, puis du Brésil en Hollande et enfin de la Hollande de retour au Congo au milieu du XVIIe siècle. C'était Miguel de Castro, Pedro Sunda et Diego Bemba, qui ont eu leur portrait fait pendant leur visite en Europe et au Brésil, disons, et ces portraits se sont vus transformés dans les tapisseries en figures anonymes au service de la vision exotique qui fait partie de ces tapisseries au sens large. Alors, ma question pour Anne et Samy est de vous demander qu'est-ce que vous y avez vu en étant confrontés à ces tapisseries? En fait, avant de parler de tapisserie, ce serait peut-être intéressant de raconter un peu pourquoi je me suis retrouvé à la Villa Médicis, parce que c'est finalement ce qui est très lié à la rencontre avec ces tapisseries. Au départ, je m'intéressais à la relation qu'il y avait entre l'Empire Congo, le Portugal et le Vatican, et ça, c'est au XVIe siècle. Et la raison venait beaucoup plus de toute cette propagande coloniale que nous avons héritée, notamment au Congo, qui justement prônait en fait la civilisation et la modernisation qui venait avec la Belgique
qui avait occupé le Congo en partant de la conférence de la table ronde, en quelque sorte, à Berlin. Et donc, visiblement, qu'il y avait tout un noir n'existant pas avant, et que cette modernité commençait avec la colonisation belge, ce qui est d'ailleurs une approche assez régulière qu'on voit dans les rencontres qu'on peut faire, ou quand il y a forcément des chercheurs qui viennent au Congo ou qui débarquent, quelque étranger soit-il, que ce soit pour des raisons de recherche, le point de départ s'avère toujours être la période coloniale ou la période de l'occupation. C'est comme s'il n'existait jamais rien avant, en quelque sorte. Et donc l'idée de vouloir travailler sur la période justement du XVIe siècle, c'était assez intéressant pour pouvoir retrouver une autre généalogie, parce qu'il y a une généalogie moderne qui est proposée par la colonisation. Et peut-être en remontant un peu dans les siècles antérieurs, il y a lieu de remettre en question cette généalogie propagandiste pour arriver à trouver un compromis. Et là où c'était assez intéressant avec l'Empire Congo, c'est le fait qu'il y avait une production et des traces, enfin une production culturelle, artistique et des traces qui existaient. Et notamment l'exposition au Metropolitan Museum en 2015. Et ce très beau catalogue qui présente un peu toute la collection en fait des objets Congo qui se retrouvent partout en Europe et aux États-Unis, sauf en Afrique, sauf au Congo même. Et donc je trouvais assez intéressant de travailler sur cette double cartographie, quelque part une cartographie de l'opulence dans le sens de garder des traces. Et le fait de garder les traces prouve aussi l'implication dans la traite négrière, parce que évidemment c'est toutes ces personnes qui partent aussi. Et d'autre côté, en partant de l'Afrique et du Congo, c'est faire plutôt une cartographie de l'absence en quelque sorte. Parce que non seulement les gens sont partis et les objets sont partis, la technique a aussi disparu en quelque sorte. Et donc je commençais un travail au niveau de l'Institut des musées nationaux à Kinshasa pour essayer de voir ce qu'ils avaient comme information ou comme données autour de l'Empire Congo, tout ce qui restait de l'Empire Congo. Évidemment, il y a des porcelaines ou des poteries mortuaires qu'on trouve, où il y a des études qui essaient de se mettre en place, mais qui sont très dépendantes de la Belgique, du musée de Terre-Véronne. Et donc, pour moi, c'était intéressant alors de me diriger vers la Villa Médicis. Et en plus de l'Expo Métropolitaine, il y a évidemment ton livre. Et donc, j'avais entendu parler de toi, et donc je t'ai contacté pour être mon mentor, en quelque sorte. Donc, mais à la base, l'idée, c'était vraiment de pouvoir travailler avec le musée Pigorini, justement, parce que le musée Pigorini héritait de toute la collection de la congrégation jésuite qui, elle, était au Congo au XVIe siècle, pendant toute cette pratique missionnaire qui s'est déroulée dans ce territoire, et qui s'accompagnait aussi de l'arrachement en fait, de tous ces objets, ou de la collecte. Et donc, voilà, j'étais à Rome pour pouvoir travailler sur cette collection-là. Et alors, c'est là que j'ai découvert, enfin, j'ai rencontré les tapisseries, sans pour autant t'en parler directement, mais de manière... Enfin, parce que j'étais dans ce bâtiment-là et que j'avais accès au salon, qu'il y avait des saisons ou des productions culturelles qui étaient présentées. Bah, ça restait d'abord très, très, très intriguant pour moi, parce que justement, il n'y avait pas de contextualisation, il n'y avait rien. C'est assez impressionnant comme tapisserie, c'est hyper grand dans ces espaces-là, qui sont des très beaux espaces. Mais très progressivement, enfin, je ne voulais pas vraiment me dérouter de mon sujet, parce qu'à la fois, j'avais pas non plus beaucoup de temps, et comme il y avait aussi la situation sanitaire et le confinement, donc, je voulais plus me concentrer. C'était pas facile d'accès, en tout cas, les collections de Pigorini. Ouais. Et puis, progressivement, en discutant avec toi, c'est là que tu m'as ramené sur la représentation de certaines personnes, en fait, notables de l'Empire Congo dans ces tapisseries. Et alors là, du coup, ça reliait aussi toute ma question de généalogie, parce que remonter au XVIe et voir aussi un peu comment, au travers les recherches, notamment de Bassani, comment toutes ces collections africaines rentrent progressivement en Europe, et plutôt dans
dans des cabinets de curiosité ou dans des collections privées, et ainsi de suite. Et même à Florence, où on a encore ces ivoires sculptés qui font partie de la collection des trésors du duc, en fait. Et donc, très rapidement, on voit très bien qu'il y a plusieurs généalogies possibles qui remettent finalement en question l'histoire de l'art avec grand H, parce que chaque fois, il y a une reconsidération, il y a des intérêts politiques qui se jouent. Et donc, au final, l'expo sur laquelle je travaille, c'est un peu une espèce de questionnement sur les multiples formes de généalogie, en retraçant un peu, en remettant en question en fait la scénographie comme élément de départ, à la fois comment on présente les objets dans les cabinets de curiosité, dans les espaces de musées ethnographiques, ou alors lors des expositions internationales, parce qu'à Bruxelles, l'art nouveau, en quelque sorte, a été aussi un art décoratif, du coup, comment on dit, qui portait en son sein tout l'art congolais qui était collecté. Et donc je revisite un peu toutes ces scénographies toutes les influences sur base de la pratique artistique Congo. Alors, du coup, je continue avec ce que tu disais, notamment Samy, et cette rencontre avec ces tapisseries. Alors moi, c'est peut-être à la différence de vous, je dois dire que ces tapisseries, je les ai d'abord connues comme étant du matériel d'histoire de l'art, je suis plus vieille que vous aussi, du matériel d'histoire de l'art très naturalisé, c'est-à-dire que je ne questionnais pas du tout, que j'ai commencé à travailler en tant qu'étudiante il y a une trentaine d'années, et je dois dire que ça a été compliqué de me défaire finalement de quelque chose que je prenais pour tout à fait naturel et qui entrait dans un système décoratif que je n'avais pas du tout relié à une histoire politique étant jeune, et qui était présenté comme ça, comme allant de soi, comme étant au fait de la manière dont Colbert avait organisé les manufactures, du savoir-faire français, des traditions de Haute-Lys, etc., etc. Donc ça a pris beaucoup de temps, je dois dire, avant que je n'entre dans un regard plus critique, ou en tout cas qui interroge le montage de tous ces motifs et ce qu'ils voulaient dire ensemble aussi de l'histoire impériale de la France, et pas seulement, parce que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment l'histoire européenne, c'est-à-dire que le lien est l'histoire d'ailleurs mondiale, mais si on part du point de vue, je dirais, européen, c'est d'entrée lié aux concurrences d'empires dans la conquête coloniale finalement, puisqu'il y a effectivement les Pays-Bas qui alimentent, qui fournissent, c'est des objets diplomatiques qui s'échangent, qui s'offrent, etc. Donc je dois dire que l'arrivée à la villa, où je suis un petit peu plus vieille, commence là, et peut-être aussi le fait de ne plus les voir comme des objets reproduits qui sont projetés dans un dispositif où tout s'équivaut, de les voir en vrai, là on se dit quand même il y a quelque chose, le soin qui est mis à la représentation justement fantasmée de la colonie, de l'Empire, le fait aussi d'assembler, parce que c'est pas du tout descriptif naturellement, c'est-à-dire qu'il y a un ramassis, on peut dire, d'objets naturels, de la faune aussi, qui sont rassemblés pour créer un univers complètement fantasmatique et complètement, comment dire, dans l'idée même diplomatique aussi de ce qu'elles veulent dire, ces grandes tapisseries de l'Empire français. Et c'est souvent conçu pour impressionner aussi, enfin, les gens qui doivent... Donc c'est vrai que si on parle tout simplement de la rencontre de ces objets, et ça c'est une question de génération, le fait de les questionner comme montage, comme représentation du monde, où on a aussi d'un côté... pour le dire très très vite, l'Afrique qui serait du côté des ressources naturelles, de manière interespèce, parce que la ressource va effectivement des ressources naturelles au sens propre, et aussi à la force de travail, parce que les quelques personnages noirs sont porteurs ou sont là, montrent des coquillages, toutes sortes de choses, une abondance naturelle qui va jusqu'aux êtres humains. Et de l'autre côté, c'est la démonstration aussi d'un savoir-faire, d'une technique autour de la tapisserie. Donc on a dans ces objets-là, enfin vraiment quelque chose qui partage le monde déjà autour
voilà, de rôle finalement que chacun devrait occuper. Mais c'est vrai que peut-être ce qui... Et je pense que désormais, il y a une très grande alerte, vigilance aussi dans la manière dont on doit voilà, côtoyer ces objets, et ce que tu disais sur le fait que c'est pas du tout contextualisé, c'est presque insupportable désormais. Enfin, ça paraît... et bon, moi, je suis d'avis, effectivement, qu'il faut, au contraire, beaucoup les médier, beaucoup en parler, beaucoup les montrer aussi. C'est-à-dire que c'est pas au point de les faire disparaître, mais les montrer davantage, et ce que tu fais aussi dans ton travail, déployer aussi tout ce que ça veut dire sur la longue durée, finalement, que ces objets-là, qui paraissent juste des trophées magnifiques d'un savoir-faire français, et d'un moment, d'un rapport au monde, soi-disant neutralisé autour d'un inventaire, parce que, comme tu le disais aussi, c'est-à-dire que les motifs pris isolément sont souvent issus de gravures de l'histoire naturelle, donc qui sont aussi des... On peut pas la curiosité, la connaissance n'est pas complètement neutre, et quand elle est en plus remise en scène dans ces tapisseries, on a affaire à des objets politiquement extrêmement forts, pas du tout anodins, et qui continuent, je veux dire, le fait même d'une certaine manière que ces objets continuent à vivre, on doit s'interroger sur le monde de l'art qu'on partage tous, que ces objets continuent à vivre dans un lieu comme la Villa Médicis, qui est une résidence d'artiste normalement, ça veut dire quand même que le rôle qu'on attribue à l'art justement dans les relations diplomatiques, dans le rapport au monde, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ça continue aujourd'hui d'être chargé pour ce que ça dit, de ce qu'on fait de la Villa Médicis. Quand on y va, nous, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on est censé représenter pour la France, etc. Lorsqu'on est justement dans ces lieux très spécifiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent forcément disparaître, ça veut dire qu'il faut introduire effectivement à l'intérieur une grande conscience historique de ce qui se joue vraiment politiquement aussi dans ces objets-là. Mais je dois dire, enfin vraiment, par rapport à la plus jeune génération, et si on veut, parce que c'est un peu l'objet aussi, enfin mettre ça en parallèle au déboulonnage de statues. Bon, il y a un grand Colbert dans la villa, quand même, une grande statue de Colbert, je veux dire, qui n'a pas été graffée, je crois, qui n'a pas été déboulonnée, qui n'a pas été embêtée. Mais et moi, je ne suis pas d'avis non plus que forcément on entre dans une forme de vandalisme, mais l'arrogance et la puissance de ces objets fait qu'elle entraîne ce type de réaction, et c'est à nous de déployer, je dirais, et ça pour le coup, probablement que des artistes comme Samy le font d'ailleurs, à ramifier l'implication, je dirais, en amont et en aval de ces objets-là. Ils s'épaississent, ils ne disparaissent pas, mais ils sont quand même appareillés vraiment de manière critique, je trouve, de manière tout à fait intéressante. Ou ton livre, bien évidemment, ou nos travaux en général. Mais c'est vrai que il y a une nécessité pour les supporter, enfin, je veux dire, les supporter dans le sens aussi de continuer à les faire exister, parce que c'est un moment aussi de l'histoire, de les appareiller, parce que sinon ils continuent à agir sans même qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que c'est un peu, enfin pour des gens de ma génération, c'est de se dire quand même, il a fallu 30-35 ans avant de voir ce qu'ils me faisaient, ou ce qu'ils nous faisaient collectivement, et de pouvoir dire, je vais essayer un peu par la connaissance, neutraliser au moins la charge raciste, quoi, de ces objets, absolument. Voilà. Il y a aussi une dimension qui est intéressante de ces tapisseries, c'est qu'elles sont très ambivalentes depuis leur création, vraiment idéologiquement, et je pense aussi matériellement. Idéologiquement, parce qu'on a l'impression que voilà, leur idéologie elle est cousue de fil blanc, et que c'est assez facile de voir ce qu'elles veulent dire, mais en même temps l'ironie c'est qu'elles sont basées sur des motifs qui avaient d'abord un objectif complètement différent, donc l'histoire naturelle au Brésil hollandais d'un certain côté pour les animaux, etc. Et puis ces portraits qui célébraient des nobles chrétiens qui ont voyagé tout autour du monde atlantique et qui en fait ont été réduits dans ce nouveau cadre à une explication qui, au moment où ils ont été faites, était en train d'être tissée. Et nous, de l'autre côté de la modernité, d'une certaine côté, on essaye de défaire pour comprendre, justement, comme tu dis, pour réaliser de quoi est faite cette idéologie.
Et puis il y a aussi le côté matériel sur lequel tu travailles, le fait que ce soit des tapisseries. Et qui c'est assez évocateur hein, les exports d'art du Congo au XVIe ou XVIIe siècle étaient principalement des textiles magnifiques qui ont été très bien considérés et qui auraient été exposés dans des espaces assez similaires des tapisseries des Gobelins. Et aussi, même dans les tapisseries, il y a quelques représentations en tapisserie des Gobelins de textiles Congo. Donc il y a une conversation là qu'on peut aussi voir d'artiste à artiste. Oh, absolument. Ben, c'est toute la question en fait que je commence à questionner. Est-ce que au même moment que les productions venant du Congo sont faites, au même moment il y a une certaine classification qui commence à se mettre en place entre Florence et Rome, mais au Capitolini, déjà, on va présenter des œuvres Congo, mais plutôt sous un aspect les beautés en fait faites venant des différents continents, ou même avec un intérêt intellectuel, avec un intérêt scientifique à la fois, ou avec une ouverture par rapport aux objets ou aux productions qui viennent du monde. Donc il y a le Capitolini, et chaque fois ça change. Il y a le Kirkeriano Museum aussi, qui présente ces objets-là. À côté évidemment d'autres animaux, on peut voir ça, mais c'est quand même flagrant de comprendre qu'à un certain moment, il y a un art qui se crée au niveau de l'Europe et qui se fait au même moment qu'il y a tous ces objets-là, mais qui déconsidère complètement ces objets, et progressivement ces objets vont rentrer plutôt dans une certaine forme de catégorisation, soit d'objets ethnographiques, mais ça on est déjà presque au 19e siècle, ce moment où la nation italienne se crée, qu'on va reconduire ces objets. Sachant qu'entre-temps, c'est aussi des objets, c'est des cadeaux diplomatiques au départ aussi. Exactement comme les tapisseries de Gobelins. C'est vraiment des tapisseries de dons diplomatiques entre, que ce soit le Congo ou alors le Portugal et même le Vatican en fait. Et c'est ça que je cherche effectivement à questionner. Mais je voulais revenir en tout cas sur ce que tu disais, Anne, par rapport à la prise de conscience en fait par rapport à notre génération qui allons à la villa et de l'inconfort face à ces tapisseries, ou alors même face à la présence des statues de Colbert dans ces lieux-là. Je pense que par exemple, notre édition, il y a eu quand même à un moment une prise de conscience de pouvoir questionner en fait le fait qu'il y ait la statue de Colbert. Évidemment, ça venait avec toute cette vague de Black Lives Matter, ou toutes ces questions de déboulonnement, mais entre artistes, avec des artistes comme Pauline Cavalier et d'autres, nous avons décidé de faire une intervention qui ne soit pas forcément sauvage en quelque sorte, mais qui interpelle en fait à la fois l'institution sur le rôle que doit prendre en fait l'institution par rapport effectivement à la contextualisation sociale, ou alors au questionnement notamment de toute cette production qui a quand même un contexte assez intéressant à pouvoir questionner et à pouvoir mettre en avant pour qu'on sache toujours comment approcher effectivement ces objets d'une complexité, d'une ambiguïté qui a encore de l'influence sur nous jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Et c'est assez intéressant notamment parce que je crois que cette expo qui va se passer aux Beaux-Arts devait avoir lieu en décembre. Nous avons finalement le Beaux-Arts a pu obtenir un prêt des tapisseries venant du mobilier national. Ah, mais, ça, je savais pas. Oui, et donc ce sera présenté dans l'exposition, c'était une très très bonne idée. Mais en décembre, par exemple, au moment où nous avions demandé, ces tapisseries n'étaient pas disponibles parce qu'elles étaient présentées, je crois, dans un événement de réveillon pour enfants. Et donc on comprend quand même que ça encore... ça peut avoir ce même effet de fantasme
qui peut être problématique si ce n'est pas entretenu en quelque sorte, si on ne donne pas des outils de lecture. Oui, il faut en parler justement pour libérer un petit peu le contexte. Peut-être je voulais juste ajouter une petite chose qui me semblait importante. C'est sûr que ce qui ressortira aussi de l'exposition de Samy et ce qu'on voit aussi dans tes travaux sur les textiles d'ailleurs qui nous intéressent tous, c'est la dimension quand même anthropologique du rapport justement à tout ce qui est tissu et textile d'une manière très générale qui transparaît énormément dans ces tapisseries. Et puis peut-être dire que ce qu'il faut remettre aussi dans la période plus ancienne, c'est-à-dire qu'elles sont, ces tapisseries, dans les deux versions qui existent les plus connues, donc de la fin du XVIIe et puis celle de 1723 qu'on voit là de François Desportes à la Villa, c'est qu'elles sont quand même antérieures au moment le plus haut de la traite et de l'esclavage, qui est plutôt dans les années 70-80, mais que l'imaginaire a précédé finalement la réduction en esclavage, puisque comme tu dis, on passe d'ambassadeur quand même à une iconographie qui est celle soit du page, soit du serviteur, soit toutes ces déclinaisons, je dirais, d'êtres humains mis au service d'autres. Donc c'est là où on peut s'interroger aussi sur la part de l'art, c'est-à-dire comment il y a une dimension matricielle de préparation par l'image à ce qui va être vraiment une fonction généralisée et légitime, parce que finalement l'imaginaire a été préparé dans ce sens-là. Et là, on voit vraiment dans ces deux temps des tapisseries, l'assaut pourra avoir lieu, il existe déjà, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de traite avant la fin du XVIIe, mais dans ces grands moments, c'est vraiment la deuxième partie du XVIIIe siècle, donc après ces tapisseries où là, tout est prêt, je dirais, pour que l'assaut définitif sur les corps, sur les êtres humains et sur la faune, la flore, qui continuera d'ailleurs bien après les abolitions, seront définitivement actives, et que l'image, l'art et toutes ces imaginaires, finalement, ne sont pas innocents non plus dans la manière de nous préparer finalement à certaines choses. Oui, et qui continuent, ils ont été créés et exprimés dans la première modernité et continuent aujourd'hui à nous hanter d'une certaine manière, de manière consciente ou inconsciente. Voilà. C'est ce qui est intéressant à penser. Alors je pense qu'on est arrivé à la fin de notre conversation. Je voudrais remercier Anne et Samy de s'être joints à moi. Et je vous invite à continuer à penser avec nous à ces sujets en visitant l'exposition de Samy Balogi aux Beaux-Arts, en lisant l'ouvrage d'Anne Lafont, L'art et la race, l'Africain tout contre l'œil des Lumières, et aussi mon ouvrage L'art de la conversion, culture visuelle chrétienne dans le royaume du Congo. Les deux ouvrages sont parus aux presses du Réel. Et je remercie aussi vivement Lisette Winkler pour son organisation de cet entretien, et Simon Luc pour l'organisation des cartes blanches en général, ainsi que l'Institut d'études avancées de Paris. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi. Merci.